vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de 17h à 19h avec Philippe David. Entre autres, bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe, Cécile. Non mais il est complètement à la masse. Bonjour moi-même. Voilà, bonjour. Il y a une confusion possible. Bienvenue dans ma vie. On va parler d'étrangers. Bonsoir Cécile. Toutes mes excuses. Non, je vous en prie, moi, ça me fait rire, je trouve ça drôle. Nous attendons, vous le savez, comme vous tous, le nom du Premier ministre qui peut tomber à n'importe quel moment. Donc on passera en édition spéciale, bien entendu. Si vous voulez nous en parler, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. En attendant, le sommaire de cette émission, la Haute Autorité de Santé envisagerait de préconiser l'accès aux soins liés à la transition de genre à partir de 16 ans, selon une information du Figaro. Mais pour les patients mineurs, certaines chirurgies seraient soumises à une concertation pluridisciplinaire, selon ces fuites. Ces recommandations ne sont pas encore officielles, bien sûr. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure vous semble souhaitable pour les mineurs? Et est-ce que la menace de déchéance de l'autorité parentale pour les parents récalcitrants vous semble aller trop loin? Et à cette question, comme le souhaite la Haute Autorité de Santé, faut-il rendre gratuite la transition de genre dès 16 ans? Vous dites non à 98%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Paul Sugy sera avec nous, un journaliste au Figaro et auteur de cette information. Le coup de projecteur des vraies voix, en attendant de connaître le futur gouvernement, se pose cette question: comment gouverner quand aucune majorité n'est possible sans être renversée à la moindre occasion? Beaucoup plaident pour les négociations, pour un accord de non-censure, voire pour un accord de non-censure en échange d'un renoncement au 49.3 pour le futur gouvernement. Alors parlons vrai, est-ce que cette proposition vous semble logique vu la situation politique? Ou pensez-vous que cela consiste à museler en partie l'opposition? Et à cette question, à l'Assemblée nationale, quel que soit le Premier ministre, faut-il un pacte de non-censure? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir sans aucune censure? C'est le 0826 300 300. Et vous avez fait le bon choix, les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Vous nous avez demandé un casting de qualité, de grande qualité. Eh bien, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Il vient de me faire rire. Voilà, c'est ça. Mais Oui, moi j'adore Eric, bien sûr Pierre-Yves Martin, mais lui et moi nous sommes terriblement sérieux. Voilà. Quand Eric est là, Voilà. mais je sais pas. Ce qui est bien, c'est que Philippe, vous les avez présentés tous les deux. Bonsoir Pierre-Yves. et bonsoir Eric. Bonsoir. Il nous prend notre taf. C'est fou, mais arrêtez Philippe, vous marchez sur nos plates-bandes là. Ça va les amis? Très bien. On est en attente? Ouais. On aimerait qui, Pierre-Yves Martin? On aimerait une belle surprise. Voilà, c'est ça. Eric Revel, le mec qui se mouille pas du tout. Eric Revel, qu'est-ce qui serait le mieux pour nous? Mais vous savez qu'on parle beaucoup de Roland Lescure, Oui, l'ancien bien sûr. ministre de l'Industrie, qui a été socialiste, qui a été macroniste de la première heure, qui est un type qui a l'air solide et justement il ferait pas rire. Philippe Bilger, il ferait pas rire. Bon après, C'est un peu le casting de la nouvelle star non, là. mais, J'ai l'impression que c'est. quel gouvernement? Enfin, on va parler de tout ça, mais. Enfin, ça fait pas rêver. Moi j'aurais voulu Bayrou, mais ce sera pas lui. Ah bon. Non. C'est pas de peau. Mais tant que c'est pas annoncé, tu peux toujours espérer. Mais c'est terrible pour Bayrou parce que c'est toujours moins une en fait. Ouais. C'est terrible. Il y a C'est moins un dixième même. Ouais. Villiers de l'Isle-Adam qui a écrit une très belle nouvelle, La torture par l'espérance. Ça existe en amour et que ça existe en politique. Ouais. Ça Alors, n'existe que puisqu'on pour parle des les livres, les des livres séducteurs écrits. relatifs, pas pour vous. Si c'est Roland Lescure, il a écrit un livre qui s'appelait Dépassons nos totems et nos tabous. Il va avoir besoin de relire son livre s'il est à Matignon. Ah ouais, exactement. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. 2022. Eh ben, on en reparlera tout à l'heure, bien entendu. Un titre 0826 300 300. Olivier qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Cécile, bonsoir aux deux Philippe et bonsoir à vos invités. Et bienvenue Bonsoir. en tout cas. Votre coup de gueule, Monsieur. c'est vous en avez marre, vous, des sondages qui favorisent toujours Marine Le Pen? Cécile, moi j'ai l'impression de vivre une journée sans fin. Voilà, toujours Marine Le Pen, où on la sort toutes les 4 ans avec comme la branche de sapin, on la décore, elle est bien, voilà. Et après, deuxième tour, voilà. Moi j'ai par exemple, j'ai un sondage ILAB de 2022, le 7 avril, entre Macron et Marine Le Pen, Macron 26% et Marine Le Pen 25%. Et j'ai l'impression de vivre toujours le même film. Et moi, ça, j'en ai marre de ça.
il faut trouver une autre solution parce que ces sondages sur 1000 personnes, sur 2000 personnes, sur 700 personnes, j'ai l'impression qu'ils sont pas efficaces à tant que ça, quoi. Je sais pas. Une chose, Olivier, les sondages IFOP sont très précis. Nous, on le voit, on a des rollings pour toutes les élections présidentielles, législatives, municipales. Et on a les résultats, nous, avant, qui sont d'une rare précision. Je prends la défense de nos amis de l'IFOP. Après, c'est une photographie. Oui, à l'instant T. Voilà, c'est ça. D'autant plus que, pour aller un petit peu dans le sens d'Olivier, Marine Le Pen, c'est très clair. Elle est remarquable dans les sondages durant tout le trajet, mais elle n'est jamais bonne à la destination finale. Là, le jour J, ça va pas. On peut même dire qu'il y a une constante dans les sondages, c'est que Mélenchon démarre toujours très bas et monte très haut. Et Marine Le Pen démarre toujours très haut. Alors, je dis pas du tout qu'il va se passer tout ça, mais ça, on peut le noter. Maintenant, il y a une vraie dynamique dans ce sondage, parce que le sondage, il a été fait après la dissolution. Après la censure. Et on pensait que ça allait la torpiller ou l'alourdir un peu dans les sondages. Pas du tout, puisqu'elle gagne encore du terrain. Pierre-Yves, rapidement. Moi, je suis pas complètement aligné avec vos propos. Je pense que tant mieux. Voilà, c'est plutôt bien. Non, je pense que notamment la dernière référence aux élections législatives entre le premier et le deuxième tour pour le Rassemblement national, il y a eu quand même un effet de réorganisation des autres forces politiques pour contrer le RN, ce qui n'était pas forcément prévisible, et donc du coup pour les sondages c'était un peu difficile. Mais c'est vrai que ça a été pour moi un grand élément de surprise de voir qu'après la motion de censure, elle n'avait pas été, au contraire, diminuée dans son attractivité politique. On en parlera en tout cas tout au long de cette émission. Le réquisitoire du procureur dans quelques instants. Dénaturation de la 5e République. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, peut-être Philippe David, l'heure à laquelle tombera le nom du Premier ministre. De la ou du. Oui. Bah, enfin, pour la fonction. Pour la fonction, voilà. Ça pourrait être une femme, après tout. Oui, ça pourrait être une femme. Ça, oui, Catherine Vautrin, puisqu'elle est. Oui, par exemple. Tout à fait. Philippe Bilger est avec nous. Elle se vautre. C'est possible. Elle se vautrera. Et non qu'elle se vautrera. Mais il faudrait voter. Oui. Oh là 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 là. Attention, vous Philippe David. Je file un mauvais coton. David disait. Voilà, c'est ça. Non, je trouve que mes jeux de mots sont meilleurs quand même. Ils sont bien meilleurs. Éric Revel est avec nous et Pierre-Yves Martin, consultant, est avec nous aussi. Et tout de suite, le procureur, il va parler. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et à vous croire, monsieur le procureur, vu la dénaturation que subit la 5e République, le général de Gaulle se retourne dans sa tombe. Oui, c'est d'autant plus intéressant de voir cette dénaturation qu'il n'est pas un politique, homme ou femme, qui aujourd'hui, et notamment Emmanuel Macron, qui ne prétendent se revendiquer du gaullisme. Or, quand on regarde ce que fait Emmanuel Macron dans sa pratique présidentielle, je commence par la dissolution absurde et ludique. Je continue par le fait qu'il recueille les chefs de parti pour aller vite à l'Élysée et au lieu d'être au-dessus des partis, il est en plein dedans. Il discute du 49.3, de la motion de censure qui peuvent être supprimées ou non. Il propose, il indique qu'il ne prendra plus, qu'il n'ordonnera plus une dissolution jusqu'à la fin de son mandat. Tout ça est destiné à lui sauver la mise présidentielle et en même temps il détruit la 5e République, je dirais encore plus profondément, puisqu'imaginons un De Gaulle ayant la certitude qu'il est tellement discrédité dans l'estime du peuple français, il est évident que De Gaulle serait parti, il n'aurait même pas attendu un référendum. Éric Revel. Oui, 100% d'accord. Quand vous essayez de négocier un contrat de gouvernement en disant vous n'utiliserez pas le 49.3 et vous n'utiliserez pas la censure,
En fait, vous gelez la Ve République, parce qu'en fait, c'est permis par la Constitution. Donc, en fait, il est en train d'affaiblir un peu plus la Constitution de 1958. Et comme on n'a rien derrière, et qu'on a une crise politique profonde, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie française. Peut-être deux éléments de réponse. Un, la Ve République a quand même été imaginée et conçue pour freiner et maîtriser l'élan du parlementarisme. Et donc, du coup, c'est bien une situation de contexte au début de la Ve République. Et le deuxième élément, c'est que je ne sais pas, je vais aller à la défense au secours de notre président de la République. Je trouve que, comme il est à l'origine de ce chaos, ça me paraît psychologiquement logique et cohérent de vouloir aller dans l'arène et d'essayer d'organiser, de maîtriser un peu des pistes de solutions. Même si le résultat, effectivement, de voir un président de la République avec les représentants des partis politiques dans une réunion de travail paraît un petit peu étonnant. Et même de dire je ne vais pas dissoudre. Enfin, pendant 30 mois. Faut arrêter enfin bref, peu importe. Allez tout de suite. Merci beaucoup Philippe Bilger. Les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir 3 mots qui sont Mercosur. Vous voyez, Cécile, j'ai dit Mercosur et pas Mercosur. Hypocrisie et enquête. Nos agriculteurs ne seront pas sacrifiés au mercantilisme du siècle d'avant, assure Emmanuel Macron. Il parlait Mercosur tout à l'heure en Pologne avant de revenir en France pour nommer un Premier ministre. Ambiance tendue entre Bruno Le Maire et les députés sur les dérapages budgétaires. Qui êtes-vous pour juger, lance l'ancien ministre de l'économie qui accuse l'Assemblée d'hypocrisie. Même le RN vole au secours du président LFI de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Et puis il n'y a pas d'affaire Mbappé à Stockholm. La justice suédoise clôt l'enquête. Et alors que l'horizon de l'attaquant s'éclaircit, on apprend à l'instant par son club, le Real, qu'il est blessé à la cuisse gauche, décidément. Les vraies voix Sud Radio. La réponse du président à la présidente. Ursula von der Leyen s'était affichée tout sourire en Amérique du Sud aux côtés des dirigeants du Mercosur la semaine dernière. Au lendemain de la chute du gouvernement en France, la présidente de la Commission européenne était venue signer l'accord de libre-échange latino-européen. Signé, oui, mais pas encore ratifié, souligne le président Macron depuis la Pologne cet après-midi. Lui ne l'entend pas de cette oreille. Nous reviendrons à coup sûr sur l'impact de l'accord signé, et il n'est que signé, je le rappelle, entre l'Union européenne et le Mercosur. Cet impact est massif sur nos filières agricoles. Nous avons la même vision des choses, on vient d'en parler un instant. J'ai dit mon désaccord avec l'accord tel qu'il nous avait été fourni, et nous attendons les précisions de la part de la Commission européenne. Mais très clairement, nos agricultures ne seront pas les sacrifiés au fond d'un mercantilisme du siècle d'avant. Et donc il faut penser stratégique, le commerce doit être articulé avec le climat, avec un cadre de souveraineté, avec l'utilisation des terres rares et matériaux rares. Mais dans la souveraineté, il y a la souveraineté alimentaire et agricole. Et elle ne peut pas être sacrifiée au reste. Emmanuel Macron tout à l'heure en Pologne, visite donc écourtée pour cause, paraît-il, de Premier ministre à annoncer, a priori ce soir. Philippe Bilger. Si, en effet, il est encore possible, et je crois que c'est vrai, il n'y a pas de ratification. Et si pour une fois le verbe volontariste d'Emmanuel Macron aboutit à favoriser la cause de nos agriculteurs, il y aura une deuxième chose dont il faudra le gratifier, Notre-Dame et ça. Éric Revel. Oui, alors le traité du Mercosur, ça fait 25 ans qu'il est en négociation. Il y a évidemment sans doute un bilan carbone de viande importée du Chili ou d'Argentine qui va être désastreux. Bon, oui, mais il y a aussi des branches de l'agriculture qui vont gagner dans la signature d'un traité de libre-échange. Je suis désolé de le rappeler. Le CETA, par exemple, qui a été un traité de libre-échange signé avec le Canada, a permis, par exemple, et Dieu sait qu'on a de très bons fromages en France, d'en exporter beaucoup plus vers le Canada. Puis je rappelle juste une petite chose, on pourra vérifier, c'est que l'excédent agricole français ne cesse de baisser, c'est vrai, malheureusement. On a de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Mais là où on est encore un peu excédentaire, c'est là où on a en place des traités de libre-échange. Donc, moi, je veux bien que le président de la République verse dans la démagogie absolue. Quand il dit que ce sont des traités du siècle dernier, bon, j'ai pas l'impression que le libéralisme était
mise en place au siècle dernier, si vous voulez. Non, mais moi j'ai toujours du mal et de plus en plus à croire ce que dit Emmanuel Macron par rapport à ce qu'il fait. Quel beau discours à Notre-Dame. Mais on a affaire à quel Emmanuel Macron là? On a affaire à quel? Celui qui fait des vidéos avec des youtubeurs ou celui qui se sent frappé par la grâce quand il pénètre dans la Notre-Dame? Bon. Macron profane. Rapidement, deux éléments. Un, dans ces sujets de Mercosur, on ne voit jamais d'études de faisabilité économique, de business plan, de savoir ce que ça peut gagner et perdre. Et puis le deuxième élément, c'est, moi je suis un peu agacé par la posture de la présidente de la Commission européenne. Ah bah oui. Et je trouve ça, dans un environnement qui se veut être diplomatique et consensuel, je trouve ça peu agréable. Allez, on y va. Deuxième mot, hypocrisie. Bruno Le Maire est passé à l'offensive tout à l'heure devant la commission d'enquête sur les dérapages des déficits. Oui, c'est bien connu, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est donc la stratégie choisie par l'ancien ministre de l'économie tout à l'heure, alors qu'il devait se justifier encore une fois sur le dérapage des finances publiques du pays lorsqu'il était à Bercy. Après avoir évoqué les 25 milliards d'euros réalisés à l'époque, eh bien Bruno Le Maire a accusé l'Assemblée nationale donc d'hypocrisie. 25 milliards d'euros qui auront été au bout du compte les seules économies de 2024. Populaires, ces décisions? Certainement pas. Nécessaires? Certainement. Une chose est sûre, toutes ces économies, vous les avez écartées d'un revers de la main. Vous avez même exigé de revenir dessus. Alors qui êtes-vous pour juger ? Alors sur le fond, on va y revenir dans un peu plus d'une heure avec le tour de table de notre économiste en chef. J'ai nommé Éric Revel. Absolument, mais sur la forme, le ton employé par Bruno Le Maire est très mal passé au point qu'on a vu, notez la date, le député RN Jean-Philippe Tanguy voler au secours du président LFI de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Éric Coquerel, il a été élu. Il a été élu et il a été réélu. Je n'ai jamais vu les macronistes remettre en cause un président de commission comme je l'ai vu ici. Et en particulier, depuis que vous êtes ultra minoritaire. Donc ça interroge quand même sur le fait que les institutions, en fait, ne vous conviennent que quand vous les possédez directement ou indirectement à travers des pantins. Jean-Philippe Tanguy du RN tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Bon, on va voir ce qu'il va en dire si jamais on a un Premier ministre issu des rangs macronistes ce soir. Allez, troisième mot en bref. L'horizon s'éclaircit pour Kylian Mbappé. À Stockholm, la justice a clos l'enquête pour viol. La justice suédoise qui n'avait d'ailleurs jamais nommé Kylian Mbappé lors de la procédure. Ce sont des journaux qui l'avaient fait sur place. La plaignante ne souhaite plus coopérer à l'enquête, précise par ailleurs la justice en Suède. Mais décidément, le capitaine des Bleus doit toujours jongler avec plusieurs soucis, notamment une blessure à la cuisse gauche. C'est le Real Madrid qui l'annonce à l'instant. Donc, il ne va pas pouvoir jouer les prochains matchs. Et puis, pour rappel aussi, ce qui est important, il y avait une enquête pour viol et 2 enquêtes aussi pour agression sexuelle. Donc, voilà, on ne sait pas si c'est juste Mbappé et d'autres personnes. En tout cas, c'est encore un peu flou et ça devrait tomber. La suite. Merci en tout cas, Félix. Je crois qu'il est tranquille maintenant, du côté de la Suède. Oui. Oui, mais je parlais d'autres gens aussi, peut-être. Oui. Il n'est pas le seul. Ah bon, d'accord. Il n'est pas le seul. Voilà. Pourquoi? Mais Philippe David n'était pas en Suède. Non, absolument pas. C'est pas le genre Philippe David. Non. Il est plutôt calme, Philippe David. Ça, je ne sais pas comment l'interpréter. Sa femme dit qu'il est trop calme, mais bon, après, on dit ce qu'on veut. Allez, merci beaucoup, Philippe. Félix, retour sur la recommandation de la Haute Autorité de Santé, transition de genre et remboursement dès 16 ans vers une révolution médicale ou un débat sociétal. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure vous semble souhaitable pour des mineurs? Est-ce que la menace de déchéance de l'autorité parentale pour les parents récalcitrants vous semble aller trop loin? Et à cette question, comme le souhaite la Haute Autorité de Santé, faut-il rendre gratuite la transition de genre dès 16 ans? Vous dites non à 98%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Paul Sugy sera avec nous, journaliste au Figaro et auteur de cette information, et Béatrice Denas, qui est journaliste et vice-présidente de Transsanté. Restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La Haute Autorité donc de Santé envisagerait de préconiser l'accès aux soins liés à la transition de genre à partir de 16 ans, selon une information du Figaro. Mais pour les patients mineurs, certaines chirurgies seraient soumises à une concertation pluridisciplinaire selon le CFUIT. Ces recommandations, je tiens à le dire, ne sont pas encore officielles. Alors parlons vrai. Est-ce que vous considérez une telle mesure comme une avancée sociétale? Ou trouvez-vous que c'est incongru, sachant qu'à 17 ans et 364
64 jours, on ne peut pas acheter un ticket à gratter ou un paquet de cigarettes. Et à cette question, comme le souhaite la Haute Autorité de Santé, faut-il rendre gratuite la transition de genre dès 16 ans? Vous dites non à 98%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels et les vraies voix, bien sûr, au 0826 300 300. Et exceptionnellement, deux invités. Paul Sugy qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Figaro et auteur de cette information. Et Béatrice Denas. Bonsoir. Journaliste, coprésidente de Transsanté France et enseignante à Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, de cette information. Alors, que faut-il retenir? J'aborde ces sujets d'abord avec une forme d'ignorance, bien sûr, et presque longtemps de désintérêt, dans la mesure ça me paraissait pas fréquent. Mais je viens d'entendre, et je rejoins, et j'en ai parlé avec certains, j'admets bien volontiers que pour certaines personnes, il puisse y avoir une véritable souffrance entre leur structure d'aujourd'hui avec leur volonté d'appartenir à un autre genre demain. Et cette souffrance, elle mérite d'être considérée. Ce qui me gêne dans le système actuel, et notamment à la suite de la question de Sud Radio, c'est le sentiment que non seulement on prend en compte une souffrance, c'est tout à fait normal, mais qu'on cherche à créer de manière artificielle et à faciliter les moyens de transition de genre. Et cela met dans la tête de jeunes gens peut-être des idées, des volontés de changement qui n'auraient pas existé auparavant. Ce qui me gêne, on n'a pas à faire ça, à créer artificiellement des désirs qui peut-être n'existent pas. Éric Revel. Alors, je partage le point de vue de Philippe Bilger. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas que, par définition, on donne enfin une voix à des gens qui, très jeunes, finalement, ont peut-être ressenti la difficulté de se sentir dans un corps qui n'est pas le leur. Mais, alors, il faut que tout ça soit vérifié, et Paul nous en dira plus, mais si on institutionnalise, si le changement de genre à partir de 16 ans, comme vous l'avez dit, devient une sorte de service public, dans lequel des parents, s'il y a un conflit trop important avec leurs enfants, pourraient être mis en cause, je pense qu'on est en train de d'effondrer une partie de la société. Voilà. Donc je vous le dis très nettement. En plus, ce serait évidemment subventionné. C'est pas une question d'argent, mais faire du changement de genre à 16 ans, si c'est bien le cas, encore une fois, on va voir ce que vont devenir ces recommandations. Un service public, ça me choque profondément. Pierre-Yves Martin. Oui, en fait, il y a deux éléments sur lesquels je souhaiterais réagir. Le premier, c'est l'accès gratuit. Qu'est-ce que l'autorité autorise? L'accès gratuit ou la possibilité, dans toutes les situations, de procéder à un changement de genre? Et le deuxième élément, c'est que je trouve qu'on parle tous avec beaucoup de respect, beaucoup de prudence, et j'apprécie les tonalités des uns et des autres, mais enfin, à 16 ans, on ne peut pas psychologiquement avoir fini sa construction, sa stabilité, et donc par conséquent, on ne peut pas opérer et arbitrer un choix extrêmement personnel. On n'a parfois pas terminé sa puberté. Exactement, dans ces conditions-là. Donc je suis, moi, mais contre à 300%, parce que c'est juste une question de bon sens. Il faut laisser du temps au temps. S'il y a une croissance qui a un cycle de vie, c'est bien pour certaines raisons, notamment celle-là. Et quand la personne, l'individu, finit sa croissance et identifie et comprend les principes même de son équilibre psychologique, de son développement personnel, alors, oui, pour s'engager sur des démarches, si elles sont motivées. Alors d'abord, l'auteur de ce document, de cet article, Paul Suzy, l'auteur de l'article, pas du document. Journaliste, oui. Au Figaro, rappelez-nous exactement les modalités complètes de ces recommandations. Oui, donc la Haute Autorité de Santé, et c'est d'ailleurs l'une de ses missions essentielles, a pour vocation de fournir des recommandations de bonnes pratiques qui sont adressées aux professionnels de santé. En l'occurrence, elle avait été saisie depuis 3 ans maintenant de cette question des transitions de genre, précisément parce que
il n'y avait pas un cadre très clair. C'est-à-dire que pour une partie d'entre eux, les professionnels de santé qui étaient déjà confrontés à la demande de transition de genre, même une demande qui avait tendance à devenir exponentielle. Je crois qu'il y avait 3 fois plus de demandes entre 2012 et 2020, si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est un sujet qui s'impose dans l'actualité de façon de plus en plus fréquente. Les professionnels de santé étaient un petit peu livrés à eux-mêmes et d'ailleurs une partie d'entre eux appliquaient des recommandations édictées dans un cadre plus international, celle d'une organisation internationale de soignants, la WPAF, qui est une organisation plutôt alignée sur les théories des transactivistes et qui encourageait déjà à libéraliser l'accès à la transition de genre. Donc la HAS a pour mission de clarifier quel doit être, selon les experts, le cadre en France. Moi, ce que j'ai d'abord montré il y a 1 an et demi à peu près, c'est que la composition du groupe d'experts qui a été désigné par la Haute Autorité de Santé laissait déjà très clairement à désirer en termes d'objectivité, puisque en fait, quand on regarde les experts désignés, effectivement, il y a une surreprésentation des associations de personnes trans qui disent oui, mais c'est normal, on est les premiers concernés, ce qui est vrai, mais ce sont aussi les premiers à avoir un discours. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les associations qui représentent les personnes trans sont pour une large partie d'entre elles, et notamment Transsanté France, puisque je crois que Béatrice Donès nous écoute, des associations qui en fait ont un discours militant, un discours trans-affirmatif, transactiviste, c'est-à-dire qui prône notamment la libéralisation, le remboursement de ces parcours, prône aussi l'abandon d'un certain nombre de mesures de prudence, par exemple le fait de faire un examen psychiatrique complet de la personne qui demande de faire une transition avant d'accéder par exemple à ses requêtes, etc. Et donc vous voyez, cette confusion entre le champ savant et le champ militant laissait déjà en fait assez peu de doute sur les conclusions. Et de fait, les conclusions que l'on a maintenant sous les yeux, qui sont documents de travail qui sera peut-être amené à être amendé avant d'être publié officiellement par la Haute Autorité de Santé, laisse très largement, ouvre très largement la voie, si vous voulez, aux revendications des associations. Lesquelles associations revendicatives devraient être, si on en croit la Haute Autorité de Santé, financées? C'est-à-dire que le rapport les conclusions de la HAS demandent de subventionner ces associations et de les associer à toutes les décisions médicales concernant les personnes qui demandent une transition de genre. Vous voyez, donc c'est vraiment cette imbrication entre le champ savant, le champ militant. La première chose. Deuxième chose, ces conclusions de la Haute Autorité de Santé. Voilà. Je termine juste là-dessus. Il faut bien comprendre que ce que propose la Haute Autorité de Santé va à l'encontre de beaucoup de décisions qui ont été prises, encore confirmées hier par le Royaume-Uni par exemple, qui au contraire, vont de plus en plus dans le sens de la prudence, notamment à l'égard des mineurs. Donc avant 18 ans, prudence. Béatrice Donès, vous êtes journaliste et vice-présidente de Transsanté. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Paul Sugy et à l'ensemble des vraies voix? J'avoue que je suis vraiment abattu par tout ce qui est dit, parce qu'en fait, tout ce qui est dit, ça vient vraiment de personnes qui connaissent strictement rien aux transidentités, qui ont des avis, comme on a des avis sur un peu tout, sans connaître le fond des choses. Alors déjà, cette histoire de document récupéré par le Figaro, c'est un document de travail, puisque de toute façon, il n'a pas encore été relu. Donc, je me doute comment il a été récupéré. Mais voilà, c'est pas... ça s'appelle le journalisme d'investigation, vous êtes journaliste, hein? Oui, enfin l'investigation qui consiste à publier des documents qui ne sont pas terminés, qui sont des documents de travail. Moi je veux bien, mais on peut faire dire tout ce qu'on veut à ce genre de documents. Donc déjà première chose, bon je connais en plus ce journaliste du Figaro qui est totalement transphobe, donc ça pose quand même systématiquement tous ces articles que je connais bien ne sont pas basés sur de la science. Et contrairement à ce qu'il peut affirmer, notre association, d'ailleurs, n'est pas une association militante, on est une association scientifique, et en fait tout ce qu'on affirme c'est en effet prouvé, et tous les travaux qu'on a pu faire auprès de la HAS, bon je révèle que je suis experte, logiquement, normalement l'anonymat est requis pour justement éviter des influences. Bon, tout le monde sait que je suis membre experte de ce groupe de travail, et je peux vous dire qu'on travaille sur tous les rapports qui ont pu être établis dans le monde entier, qu'on se fonde uniquement sur des réalités scientifiques et pas sur une idéologie qui est vraiment anti-trans, et notamment moi je suis vraiment choqué par tout ce qui a pu être dit avant. Bon, je vous en veux pas, parce qu'en fait vous connaissez pas cette réalité, mais vous connaissez pas justement cette souffrance des enfants trans. Vous voulez attendre 18 ans, mais est-ce que vous savez exactement combien il y a de tentatives de suicide des enfants trans? Moi je l'ai vécu, en plus moi c'était une époque où en effet il y avait pas de lobby LGBT, il y avait pas de réseau social, et toute cette souffrance que j'ai pu connaître, parce qu'en effet je n'étais pas écouté forcément, puisque c'était dans les années 60-70
où rien n'existait, mais simplement j'ai vraiment souffert. J'ai souffert d'une désocialisation parce qu'en effet j'ai vécu le harcèlement scolaire, parce que j'étais tout le temps avec les filles, parce qu'en effet je me sentais petite fille. Et donc voilà, il faut considérer une réalité, et je vois pas le mal qu'on peut faire quand je vous entends en effet dire ah bah oui, à 15-16 ans on peut pas décider. Bah d'abord, c'est pas les enfants qui décident d'eux-mêmes, puisqu'il y a quand même l'accord parental, il y a une prudence qui se fait en France. D'ailleurs, vous constaterez qu'en France il n'y a jamais eu de scandale ni de moindre problème concernant la transition des jeunes. Quant au scoop de dire que il y aura une prise en charge à partir de 16 ans, moi je peux répliquer par un autre scoop en disant qu'en fait les enfants en questionnement sont pris en charge bien avant 16 ans. Il n'y a aucune nouveauté dans ce document en fait concernant les 16 ans. En fait, cette prise en charge existe par l'assurance maladie dès l'instant qu'ils consultent des pédopsychiatres. Donc voilà, là c'est absolument pas du tout un scoop. Alors moi je voulais vous poser une question, et je m'honore de ne pas connaître le sujet comme vous le connaissez. Vous savez, il suffit pas d'être un expert pour avoir un avis. Sinon, s'il n'y a que les experts qui décident, ça pose un problème à la majorité. Mais j'aimerais vous poser une question, parce que vous parlez à juste titre de la souffrance des gens qui ne se sentent pas bien dans leur corps et des tentatives de suicide. Mais est-ce que, par exemple, vous vous posez la question de la souffrance de l'entourage des parents? Est-ce que cette souffrance-là, elle est prise en compte? Parce que vous me dites, il y a l'autorisation des parents, et j'aimerais bien que l'auteur de cet article réponde, mais est-ce qu'on se soucie du choc aussi que ça peut représenter pour des parents qui veulent le bonheur de leurs enfants, bien sûr, ou de l'entourage, de devoir finalement, pour une maman, avoir mis au monde une petite fille qui veut devenir un garçon ou le contraire? Est-ce que cette souffrance-là, on peut en parler? Et je n'y connais rien, vous voyez. Bien sûr. Mais d'ailleurs, première chose, d'abord, je suis désolé, mais en effet, vous connaissez pas bien, et je vous en veux pas. Hein. La méconnaissance, on n'est pas obligé de connaître tous les sujets, mais on ne dit pas devenir un petit garçon, devenir une petite fille, parce qu'on l'est depuis notre naissance. Moi, depuis l'âge de 4-5 ans, je me suis rendu compte que j'étais une petite fille. Et ne me prenez pas pour un grand malade mental, heureusement. Mais non. Mais parlez-moi de la souffrance de l'entourage et des parents. Mais évidemment, c'était ma question, comme je n'y connais rien. Mais exactement, ça existe parce que du point de vue, enfin quand l'enfant va l'annoncer à ses parents, évidemment il s'y attend pas forcément. Mais la plupart des parents, heureusement, sont des parents bienveillants. Mais ça a été exactement la même chose lorsque c'est la même chose lorsqu'un enfant homo annonce à ses parents qu'il est homo. Sur le coup, évidemment, ça crée un choc. Comme moi, quand je l'ai annoncé à ma femme. Évidemment, ça fait un choc, on ne s'y attend pas. Mais après, c'est un côté de bienveillance, d'amour, qui fait que, comme dit d'ailleurs ma femme, en fait, l'emballage a changé, mais la personne n'a pas changé. C'est la même chose pour les enfants. Donc voilà, on est là pour les aider, tout simplement. Si vous permettez, s'il vous plaît, Béatrice parce que tout le monde parle, Philippe Bilgercourt et Paul Sugy. Pardon, vous évoquez la souffrance, et bien sûr, nous sommes tous autour de ce plateau capables de le comprendre. C'est évident que lorsque ce désir de changement est authentique et sincère, on n'a pas de raison de s'y opposer. Mais est-ce que vous pouvez comprendre le sentiment que j'ai? Mais mon ignorance est équivalente à celle de mon ami Éric Revel, que on a parfois le sentiment que on crée cette volonté d'un changement est artificielle, et que au fond des jeunes personnalités n'ont pas envie de faire ce que précisément le climat actuel leur met dans la tête et dans le corps. Mais c'est ce que vous dites, je peux le comprendre, mais c'est complètement faux, parce qu'en fait, il n'y a personne. Moi, tous les matins, je vais pas en comptabiliser en disant ah super, il y a un enfant trans supplémentaire. Si vous saviez justement souvent ce qu'on se dit entre nous, entre personnes trans, si on était 6, donc 6 ça veut dire non trans. Si on n'était pas trans, je vous avoue qu'on aurait une vie nettement plus sympathique et plus facile, parce qu'en effet, on n'aurait pas à subir ce qu'on a pu subir, les rejets, la discrimination ou autre. Alors quand on dit que c'est une mode, que c'est une lubie, etc., non, c'est complètement faux. C'est pour ça qu'il y a une méconnaissance complète. Alors après, qui se transforme pour certains en idéologie, en effet anti-trans, parce qu'on est aussi Béatrice Denas, le seul souci de nous, c'est le côté irréversible. Voilà, c'est juste ça qui... Mais c'est faux. Et c'est pour... Quand on s'est opéré, c'est pas parce que quand on parle des bloqueurs...
quand on parle des bloqueurs de puberté en disant que c'est irréversible, et ben là c'est complètement faux. Les bloqueurs de puberté pour les enfants en effet, mais qui sont en grande souffrance. J'ai les chiffres des bloqueurs de puberté en moyenne. Il y en a donc pour la PHP, donc à Paris, il y en a entre 15 et 20 qui reçoivent des bloqueurs de puberté. Alors, vous vous rendez compte, c'est vraiment ridicule. Et c'est uniquement parce qu'ils ont fait au moins 1, 2 ou 3 tentatives de suicide, qui sont dans une situation dramatique extrême et qu'on va les aider en bloquant leur puberté. Mais ces bloqueurs de puberté sont totalement réversibles. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on dit que c'est expérimental pour les personnes trans. C'est quand même fou parce que ces bloqueurs de puberté existent depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, ils sont utilisés pour les enfants prépubères. Alors là, si on est dans une idéologie extraordinaire des anti-trans, il faut juste qu'on fasse... Attendez, je vais juste terminer en disant qu'en fait, les enfants cis, donc non trans, pour eux, ça pose aucun problème depuis 40 ans. Mais pour des enfants trans, dans ce cas, c'est dangereux, c'est expérimental. Donc vous voyez, finalement, on détériore la réalité scientifique pour aller simplement dans un sens anti-enfant trans. Allez, mot de la fin. Oui, d'abord, Béatrice Denas, je vous laisse la responsabilité de vos propos lorsque vous m'insultez en me traitant de transphobe. Vous n'avez pas insulté. Si, vous dites que je suis transphobe, c'est-à-dire que vous m'accusez de tenir... Vous m'accusez d'avoir un discours de haine, et moi je ne vous accuse pas en retour, je constate simplement que tout en vous arrogeant le titre d'experte, en réalité, vous êtes aussi militante, et je constate, et votre intervention sur cette radio le démontre, je constate donc à travers votre intervention que les experts auxquels vous appartenez, qui ont rendu cet avis, sont à la fois juges et parties, puisque vous êtes concerné comme personne trans, concerné à double titre comme représentant d'une association militant pour les revendications des personnes trans, et en même temps consulté comme experte. Et justement, j'en viens à la discussion que nous avons eue sur la question des preuves scientifiques. Ce qui est frappant dans cette succession de recommandations émises par la Haute Autorité de Santé, c'est que la plupart des recommandations ne sont pas appuyées, comme c'est souvent le cas, sur des preuves scientifiques qui sont souvent classées par 3 grades, de la preuve la plus évidente à la preuve la plus légère. Mais là, cette fois-ci, la plupart de ces recommandations sont siglées A. Ça veut dire accord d'experts. C'est-à-dire que ce ne sont pas des recommandations qui reposent sur une preuve scientifique établie par des études, mais qui reposent simplement sur un consensus ou une relative unanimité des experts convoqués par la Haute Autorité de Santé, lesquels experts, et encore une fois on en a la démonstration à l'antenne avec Béatrice Denas, lesquels experts sont donc juges et parties. Et j'aimerais rectifier une chose aussi sur ce que vous dites sur la question des mineurs, puisque c'est ce qui focalise en partie l'attention. La Haute Autorité de Santé, et je crois que c'est peut-être l'un des points qui mérite le plus d'être souligné, suggère que lorsque les parents d'un enfant mineur refusent, par exemple, une chirurgie de réassignation de genre, ou en tous les cas sont en délicatesse avec la demande faite par leur enfant, la HAS dit à ce moment-là, il faut faire un signalement et envisager peut-être même une déchéance de l'autorité parentale. Vous voyez, c'est-à-dire que en partant de cette explication qui est que donc les personnes trans ressentiraient un profond mal-être, voire ce chantage avec la tentative de suicide, parce qu'en fait, ce que l'on vous dit, c'est si vous refusez, alors quelqu'un va se suicider. Vous voyez un petit peu le niveau de l'argumentation qui laisse assez peu de place à la nuance. Et bien donc, on va jusqu'à dire il faudrait déchoir les parents de leur autorité parentale. Et je crois qu'effectivement, c'est l'un des points les plus préoccupants. C'est la façon dont on centre tout sur le sujet désirant au mépris de toutes les règles élémentaires de prudence. Est-ce que je peux répondre en 10 secondes simplement, parce qu'il y a quand même 2 mensonges qui ont été dits. Non, je voudrais répondre en 10 secondes. Première chose, c'est normal qu'il y ait des experts, parce que quand il y a un groupe de travail sur, par exemple, le diabète, ça me semble normal que ce soit des gens qui connaissent les questions de diabète qui soient dans le groupe de travail. Donc c'est normal aussi qu'il y ait des experts. Quant aux cotations, en effet, le vrai problème qui existe, et on a été très attentif aux cotations donc des enquêtes, simplement il existe très peu d'enquêtes au niveau mondial concernant les transidentités. Donc on a fait avec ce qu'on a trouvé, avec le sérieux qui existe. Merci beaucoup Béatrice Denas, journaliste, coprésidente de Trans Santé France et enseignante à Sciences Po. Merci beaucoup Paul Sujet d'avoir été avec nous, journaliste au Figaro. Vous restez avec nous dans un instant, un peu plus de légèreté avec le qui c'est qui l'a dit. C'est une frontière à une autre, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est jusqu'à 19h tous les jours avec Philippe Bilger ce soir, Pierre-Yves Martin, Éric Revel et on vous garde ou pas ? Il paraît. Ouais. Il paraît comme si on lui mettait j'allais dire la clé sous la porte, mais pas du tout. Paul Sugy est avec nous, un journaliste au Figaro. Allez, tout de suite, notre Olivier est avec nous, notre auditeur du jour. Olivier ?
Je suis là. Oui, écoutez, c'est parti pour le quiz et apparemment on va gagner. Françoise, elle n'est pas là ce soir. Alors. Voilà. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Visiblement, on va gagner. Alors ça me fait rire. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, 3 points. Depuis que l'Assemblée nationale ne marche plus, avant le Sénat, c'était les vieux cons. Maintenant, c'est les vieux visages qui s'en félicitent. Les vieux sages qui s'en félicitent. Barnier? Non. Allez-y, les vraies voix. C'est un sénateur. C'est pas facile. On peut avoir de nouveau la formule parce que j'ai pas. Depuis que l'Assemblée nationale ne marche plus, avant le Sénat c'était les vieux cons, maintenant c'est les vieux sages, on s'en félicite. C'est un sénateur qui n'a pas de cheveux. Il est chauve. Oui. Maluret. Bonne réponse. Bravo. d'Éric Martin. Pas de cheveux. Et qui est très fort pour ses saillies verbales. Oui. Qui c'est qui discours tous les 6 mois. Très drôle. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? On lui reproche tout au président de la République. S'il décide seul, on dit que c'est Jupiter. S'il donne la parole aux Français, on dit que ça ne va pas non plus. Olivier, c'est un ancien ministre. Attal? Non. Non. Un ancien ministre très connu. Non. Je me demande si c'était pas Philippe. Non. Qui a été garde des Sceaux. Il est Ah oui. Dupond-Moretti. Bonne réponse. Forcément. incroyable. Ça. Qui c'est qui l'a dit? 2 points. Plus Olivier Faure parle, moins on le comprend. Ah ben là. Olivier. Mélenchon. Non. Non. C'est l'autre. C'est l'autre, c'est fort. Non. Bah non. Mais non. Non. C'était pas Fellière. Non, bah non, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est le grand qui est toujours derrière. C'est celui qui n'a pas nous. Mais non, le grand. Le grand. Bonne réponse, Manuel Bompard. Très J'ai failli dire Edith Piaf. Je suis vraiment très nul ce soir. Ah oui, ça on confirme. Non, mais il est gentil avec moi. Pour une fois, il me laisse gagner. Ouais. Non, je vous laisse gagner, mon cher Eric. Merci, Philippe Bilger. En tout cas, vous avez. C'est fini. Ah oui, c'est fini, bah oui. C'est simple, Éric Revel, 8 points, tous les autres 0. Voilà, c'est ça. Il y a eu 3 questions. Il fallait demander à Paul Sugy de ne pas parler autant. Il y a 3 questions. Rester, ça a été efficace. Olivier, merci beaucoup. Merci. Ouais. Olivier. Merci beaucoup d'avoir. Merci Cécile, merci Sud Radio, merci à vous et restez comme ça. Et c'est un plaisir de vous écouter, surtout sur la nouvelle fréquence lyonnaise, c'est un régal. Exactement. Voilà, et ben on est ravis de vous accueillir tous les jours. À très bientôt et joyeuses fêtes, cher Olivier. Et on aura peut-être un cadeau Noël. puisque il y aura peut-être un cadeau sous le sapin. Oui, bien sûr. Peut-être. On va en parler tout à l'heure. Allez, on fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table de la joie, Éric Revel est avec nous, Pierre-Yves Martin. The winner is... exactement, Éric Revel. C'est un peu l'américain du qui c'est qui l'a dit. Voilà. Pierre-Yves Martin avec nous, 0, Pierre-Yves Martin. Mais j'étais pas le seul pour une fois. Mais ça, j'adore ça. J'adore les gens. Oui, mais il n'y a pas que moi. Et Philippe Bilger qui s'est mis volontairement en retrait. Depuis plusieurs jours, tout de même, je suis assez régulièrement le dernier. Oui. Mais vous vous mettez volontairement pour faire briller les autres. C'est ça, c'est gentil. Non, Cécile, je pense qu'il doit être contacté pour Matignon. Il y en a qui se mettent en réserve de la République. Lui se met en réserve de qui c'est qui l'a dit. Voilà. C'est ça. Bon. On peut le dire. Au lieu de dire n'importe quoi. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. On voit ça. Enfin, c'est la première fois que je méfanie tout le monde. Dans un instant, on parle de quoi, Philippe David? Des propos sur Twitter absolument surréalistes d'une candidate à la présidentielle qui s'apparente littéralement à de l'appel au meurtre. Eh bien, en attendant, vous laissez des messages au 0826 300 300. Sonia de Paris est avec nous. Allô, bonjour, Sonia de Paris. Alors, j'écoutais le ministre des Transports, invité par Jean-Jacques Bourdin. Alors, franchement, c'est lunaire. Les mecs, ils sont hors sol. Alors déjà, ils continuent à vouloir nous coller de la voiture électrique en nous faisant croire que ça revient moins cher. Mais lol. Ils ont tué l'industrie automobile, ils continuent, donc on va droit dans le mur, et comme par hasard, c'est toujours l'Europe qui est impactée, les autres pays du monde continuent d'avancer, et nous, on est impactés par cette putain d'écologie punitive qui a foutu toute l'industrie en l'air. Voilà mon coup de gueule du jour, voilà. J'en profite pour dire qu'à partir de 19h, les vraies voix qui font rouler la France, on en reparlera bien entendu de tous ces sujets, Philippe Bilger. Je crois comprendre que ce que dit notre auditrice est assez partagé. Ouais. Parce que
j'entends beaucoup critiquer la politique mise en place avec les véhicules électriques. Ouais, et le drame pour les constructeurs. Oui, et puis c'est vrai que l'Europe et la France en particulier n'ont pas particulièrement brillé dans leur capacité à exporter, à trouver le bon modèle économique. Voilà. Alors que les Chinois sont très forts à ce petit jeu-là. Nous, on est complètement à la traîne. On est un vieux pays. Éric Revel. Symbole du drame qui nous arrive dans le secteur de la voiture électrique. Je ne sais pas si vous avez vu. Le nom vous dira rien, mais Northvolt, qui est la plus grande usine de batteries électriques en Europe, qui était basée en Suède, fait faillite. La demande n'est pas suffisante, les voitures sont trop chères, la technologie est chinoise, fait faillite. C'était la plus grande fabrique de batteries électriques en Europe. Voilà, ça c'est un symbole. C'est un vrai sujet. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Les propos surréalistes d'une candidate à la présidentielle. Et on rappelle qu'on tient évidemment nos auditeurs au courant dès qu'il y aura de la fumée blanche sur Matignon. Cécile, il y a 6 noms qui se détachent finalement. Écoutez, oui, on a François Bayrou, toujours plus ou moins, on ne sait jamais, Catherine Vautrin, Roland Lescure, qui pour l'instant est en tête, forcément, Bernard Cazeneuve et Sébastien Lecornu. On a perdu François Baroin, on n'en parle plus, hein, on est d'accord? Oui, ça c'est fait. On peut le rayer de la liste, quoi que je dis ça, et c'est peut-être lui. Allez, on en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Vers 18h14, les vraies voix, c'est un moment de bascule. Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et Éric Revel. Parce que Philippe David, c'est son moment à lui. Et là, bam, il se passe un truc, ça râle. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même 2 grands villages qui se trouvent sur 2 continents puisqu'il s'agit de Pantin dans la Seine-Saint-Denis et New York de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi Pantin et New York? Parce que Pantin abrite le siège de Lutte ouvrière et que New York est le lieu où Brian Thompson, le PDG de la compagnie d'assurance santé United Healthcare, a été assassiné. Quel rapport me direz-vous? Le rapport est le tweet de Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière et 3 fois candidate à l'élection présidentielle, qui, retweetant un article de l'Humanité intitulé « Assassinat du PDG de United Healthcare, Luigi Mangione, énigmatique suspect célébré comme un héros, arrêté après 5 jours de traque », a posté ce commentaire, je cite « L'assassinat de ce PDG a mis en lumière la politique criminelle des assurances qui, pour le profit, condamnent à mort des milliers de malades aux USA en refusant de prendre en charge leurs soins. Mais pour abattre ce système, il faudra plus que l'acte d'un justicier individuel. » Vous avez bien entendu, un type qui abat de sang-froid de plusieurs balles dans le dos un homme n'est pas un assassin, clairement, mais un justicier individuel. Pire, si on décrypte le propos, il faudrait beaucoup plus d'actes de ce type pour abattre ce système, c'est-à-dire le système des assurances santé privées en vigueur aux USA. Alors désolé, mais ces propos relèvent ni plus ni moins pour moi que de l'appel au meurtre. Si demain, un kidam qui se voit refuser une aide sociale à la CAF tue le directeur de la CAF locale, faudra-t-il interpréter ça comme l'acte d'un justicier individuel? Au risque d'être accusé de procès d'intention, je ne pense pas que Nathalie Arthaud aurait fait preuve de la même mansuétude au cas où une victime de homejacking aurait tué son assaillant. Je l'imagine même plus tweeter en dénonçant des cow-boys qui se feraient justice eux-mêmes. Alors désolé Madame Arthaud, Trotsky est mort et on n'est plus en URSS en 1917 où on tue les patrons. Le système se change par les urnes et non par les balles, mais c'est vrai, j'oubliais, Trotsky n'a jamais rimé avec démocratie. Très bien, Philippe. Et en fait, c'est vrai, ça pourrait faire un débat juridique passionnant. Est-ce qu'il y a une apologie? Est-ce qu'il y a une provocation? Mais en tout cas, votre indignation est parfaitement légitime. Éric Revel. Il y a un débat entre l'intelligence artificielle et la bêtise naturelle. Vous savez ça, l'assassinat du PDG à New York me rappelle celui de George Best, patron de Renault, le 17 novembre 1986. Par action directe, groupuscule d'extrême gauche. Et bien là, vous avez le fait que ces gens n'auront sans doute jamais accès à l'intelligence artificielle, mais que leur bêtise naturelle et leur idéologie peut mettre des cibles dans le dos des gens, c'est vrai. Alors ce qui change peut-être par rapport à votre propos, Éric, c'est que Action Directe, c'était un groupe d'action terroriste.
Bah oui, mais enfin quand vous appelez au meurtre... en tout cas une organisation. Cet individu qui a tué ce PDG, me semble-t-il, est tout seul et donc du coup il y a une démarche quand même individuelle. Non mais je parlais de la réaction de Madame Arthaud qui dit en fait si vous voulez abattre le système, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu le tweet in extenso. Il faut abattre les gens qu'il représente, c'est ça l'idée? C'est ça. Je dis. Attendez, il leur faudra plus que ça. Mais pour abattre ce système, il faudra plus que l'acte d'un justicier individuel. Je cite. Avec le mot abattre le système, je trouve ça un peu violent. Mais bon, allez. Oui, et après, elle est quand même son environnement de conviction politique, c'est quand même autour de la destruction de la société. Faut pas non, parce qu'en fait, à force de voir des candidats d'extrême gauche se représenter l'anticapitalisme, la lutte des classes, etc., on finit par banaliser tout ça, mais leur discours sémantique de base, c'est quand même la destruction de notre société avec tout ce qui est lui demander d'éclairer ce tweet parce que effectivement si c'est ça qu'elle pense, d'ailleurs c'est ce qu'elle écrit. Et suite à ce tweet, il y a eu des échos. Il y a eu beaucoup de tweets indignés, mais j'ai pas entendu parler de députés. D'accord. C'est le mot justicier qui est quand même bon bref. Justicier individuel. Non, mais on peut vouloir abattre le système capitaliste. C'est dans leur idéologie de l'extrême gauche. On ne sait pas pour quel autre système d'ailleurs, mais enfin prendre ça comme prendre le prétexte de l'assassinat d'un homme, c'est. C'est terrible. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus et c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et la CGT promet un décembre rouge après aujourd'hui un jeudi de mobilisation pour l'industrie et l'emploi. Oui, 132 points de mobilisation aujourd'hui. La centrale recense désormais plus de 300 plans sociaux en France, soit environ 300 000 emplois supprimés ou bien menacés de l'être. Pour en parler, nous sommes avec Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors il y a quelques semaines, on avait parlé de ces plans sociaux dans cette même émission avec quelqu'un de la CGT. Vous en recensiez alors un peu moins de 300, on est à 300 environ aujourd'hui. Vous en apprenez vraiment des nouveaux chaque jour ? Non, ce qui est scandaleux, c'est qu'en fait, au mois de mai déjà, nous avions alerté, il y avait 180 plans de licenciement qu'on avait pointés. En septembre, le nouveau Premier ministre, qui n'a pas duré longtemps, on l'avait alerté sur 280 plans de licenciement. On est à 300 aujourd'hui sur la comptabilisation CGT. En fait, c'est plus que ça. Et derrière ces chiffres, c'est des familles, des femmes, des hommes, des enfants qui voient leur père ou leur mère être licenciés. Et il n'y a que celles et ceux qui n'ont jamais subi ça qui ne peuvent pas comprendre la violence sociale que ça représente. Du coup, après avoir alerté, nous aujourd'hui, on n'est pas resté l'arme au pied, on fait des propositions concrètes pour solutionner ces situations avec deux mesures très fortes. La première, c'est un moratoire sur les licenciements pour stopper, arrêter, suspendre en tout cas pendant un moment donné les licenciements, le temps de retrouver des repreneurs d'un côté, avec des mesures très simples. Il y a une loi qui s'appelle la loi Florange qui concerne les entreprises de plus de 1000 salariés, mais très peu de salariés en France travaillent dans une très grosse entreprise. Et du coup, nous, on propose très concrètement, immédiatement, dès la nomination du Premier ministre ce soir ou demain, que ce seuil soit descendu aux entreprises de plus de 50 salariés, ce qui permet à des millions de gens d'avoir potentiellement leur outil de production protégé, leur emploi sauvé. Philippe, Éric Revel. Oui, je voulais vous poser une question. Vous êtes conscient du fait, bon là on a un chômage de masse qui est en train de s'envoler dans le pays, ça c'est indéniable, mais vous êtes quand même conscient du fait que, en fait, c'est, enfin, sauf si vous me démentez, mais que l'ensemble du secteur automobile, équipementier automobile, voire même façonnage d'acier pour l'automobile, je pense à ThyssenKrupp, parce que c'est pas seulement en France, en Allemagne, ThyssenKrupp vire 11 000 personnes, tous les équipementiers, que c'est tout ce secteur qui est en train de s'effondrer, parce que la concurrence chinoise est en train d'envahir le marché européen. Alors, quelle est votre position, vous, à la CGT, sur l'arrivée de voitures moins chères chinoises sur le marché européen et français? Le premier élément qui est méconnu, c'est que la concurrence, elle est 80% des produits manufacturés internes à l'Union européenne. 80% des délocalisations. Pas pour le secteur dont je parle. Pas pour le secteur dont je parle. Pour les autres secteurs, vous avez raison. Prenons une entreprise comme Michelin, que la voiture soit électrique ou thermique, a besoin de pneus. Et ben Michelin organise sa propre concurrence en créant des entreprises jumelles à l'autre bout de la planète pour se concurrencer lui-même. Pire, cette entreprise-là, par exemple, et on pourra en citer d'autres si vous le souhaitez, comme les sous-traitants tels que Valeo, ils touchent des millions d'euros d'argent public
ils font des milliards de profits et ils licencient des milliers. Qui aujourd'hui dans ce pays peut accepter qu'une entreprise fasse du profit et licencie? Donc la question c'est pas la concurrence, la question c'est l'organisation de la concurrence par ceux qui ont déjà beaucoup trop. Une partie il y a d'un côté ceux qui nous écoutent et qui savent que c'est dur de finir la fin du mois, voire qui vivent très difficilement au jour le jour, et de l'autre côté. En Europe, nous sommes les champions européens de versement des dividendes, alors qu'on n'a que le 6e SMIC d'Europe, par exemple, pour comparer quelque chose qui est comparable. Juste un petit mot. Juste rappeler que l'objectif d'une entreprise, c'est de générer de la richesse. Tout à fait. Non, voilà. Faut juste pas oublier ça, et que les tribunaux de commerce qui mettent en place des dispositifs de licenciement, c'est pas par gaieté de cœur. Au sein des tribunaux de commerce, ils font un travail extraordinaire sur le terrain. Il y a peut-être une vérification à améliorer sur les donations et les subventions publiques, mais vous avez posé la question des tribunaux de commerce. Et une entreprise, elle est là pour faire du profit. La question, c'est qu'est-ce qui va du côté du travail et qu'est-ce qui va du côté du capital. Ça, c'est la vraie question. Vous posez la bonne. Merci. Et sur les tribunaux de commerce, puisque vous le posez, et ce sera mon dernier mot si j'ai bien compris l'interview. Oui, absolument. C'est de dire, comme il y a une question démocratique, les tribunaux de commerce, ce sont les patrons qui s'arrangent entre eux à l'intérieur. Nous, on est pour une transparence. Posez la question, laissez-moi finir ma phrase. Oui, mais là, on part dans un débat, on peut pas. Ah oui, mais on peut pas non plus entendre ça. De la décision, que les salariés puissent faire appel de la décision, parce que ce que personne ne sait, c'est que les salariés qui sont concernés par les licenciements ne peuvent par exemple pas faire appel de la décision d'un tribunal de commerce. Merci beaucoup Thomas Vacheron d'avoir été avec nous, secrétaire confédéral de la CGT. Merci beaucoup Félix Mathieu. On est très en retard. On revient dans un instant avec cette information importante. Peut-être que ce soir le nom du prochain Premier ministre va tomber. Le tour de table de l'actu des vraies voix dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Éric Revel, Pierre-Yves Martin, tous dans une forme olympique comme vous Cécile, et vous allez endosser votre costume de Mère Noël. Oui, absolument, parce que c'est le grand sapin de Noël de Sud Radio et vous allez peut-être pouvoir gagner un tire-bouchon. non, pas du tout. C'était une bouteille de champagne. Un calendrier de l'Avent de la marque Guino contenant des produits de soins de beauté, puis une carte cadeau d'un montant de 50 € chez Etam. Est-ce que finalement Guino, est-ce que ce sera sous le sapin? On ne sait pas, en tout cas. C'est dans un instant. 0826 300 300. Philippe Bilger, donnez-moi un chiffre entre 1 et 12. 12. Ah ben voilà, j'étais sûr. Le 12e appel au standard pour un joli cadeau de Noël sous le sapin de Sud Radio avec nos partenaires, bien entendu, Etam et puis Guino aussi. Voilà, dans un instant, la suite des vraies voix. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, vous avez envoyé les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Et ben tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table. De l'actualité. Surtout qu'ils sont 3. Je ne voudrais pas compter dedans, je suis content. Philippe Bilger voulait parler des propos de Manon Aubry à Sarah Knafo. Oui, alors très rapidement, je suis tombé vraiment par hasard hier soir sur un extrait de BFM TV où Sarah Knafo, de manière très convaincante et normale, évoquait les agressions dont elle avait été victime sur un ton très modéré, très normal. Et en face, tout à coup, Manon Aubry lui a répondu en trouvant que son propos était abject. Elle trouvait que son propos était abject parce qu'en réalité, Manon Aubry veut situer les agressions à l'égard des femmes uniquement dans le domaine intrafamilial pour qu'on évite éventuellement de mettre en cause parfois l'immigration. C'est grotesque et c'est inquiétant de voir à quel point l'idéologie gangrène certains esprits. Pierre-Yves Martin, on est dans l'idéologie pure et dure là? Bah oui, mais c'est pas surprenant en fait. Venons d'elle en plus. Je sais pas. On a tendance un peu à oublier qui sont ces personnes et surtout quel est leur mécanisme idéologique et dogmatique. Mais voilà, les choses sont dites. Et... C'est le terme abject qui m'est apparu un peu excessif. Éric Revel.
Oui, alors certains diront que c'est faire de la politique, mais c'est vrai que c'est réduire les agressions. En plus, je pense qu'elle parlait d'agressions dans le métro. Oui, bon, alors elle s'est fait voler son portable, alors, etc. moi, j'aurais fait remarquer à Madame Aubry que par définition, c'est rare que votre cousin ou votre père dans le métro vous vole votre portable, si vous voulez. Donc les violences qui sont simplement centré sur le milieu familial. Là, pour le coup, mais bon, Manon Aubry, ce qui me stupéfait. Désolé, Martine. C'est que, oui, ils n'ont rien à voir en plus. C'est que. Une violence, c'est une violence. Non, mais il y a une violence idéologique où, au bout d'un moment, en fait, vous dites, mais ça sert à rien de débattre, quoi. Voilà, il y a des violences intrafamiliales. Mais il y a des violences intrafamiliales, c'est vrai. Mais là, elle parlait d'agression dans la rue. Oui, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle veut pas qu'on parle du reste, Manon Aubry. Bruno Le Maire, devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, Éric Revel, puisque vous avez la parole. Alors Félix Mathieu en a parlé un peu, il a parlé du ton de l'ancien ministre des Finances, qui a fait un septennat à Bercy quand même. C'est le plus ancien dans le grade qui a suivi Emmanuel Macron depuis le début. Alors arrogant il l'a été, Bruno Le Maire. Bon, il était évidemment sur la défensive, mais ce qui est absolument hallucinant, c'est que il va reconnaître des responsabilités sur un terrain que je vais développer très rapidement, alors que là, pour le coup, il n'en a aucune. Et là où il a des responsabilités fortes sur les budgets précédents, même s'il avait dit devant la commission d'enquête du Sénat qu'il avait mis en garde le président de la République qui lui avait refusé une loi de finances rectificative, mais là où il a des responsabilités, il refuse de les endosser. Là où il n'en a pas, c'est quand il dit non, mais j'assume les erreurs de mes équipes, les notes qui ont mal été écrites sur les recettes fiscales, les prévisions, c'est moi. Mais non, monsieur le maire, c'est pas vous, justement, ça, c'est vos services. Vous étiez pas dans l'ordinateur pour calculer les dérapages des recettes fiscales. En revanche, vous avez peut-être des choses à nous dire. Vous avez peut-être des choses à nous dire sur ce qui s'est passé. Allez-y, vous êtes devant la commission d'enquête. Enfin, il dit à plusieurs reprises hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie. En réalité, il ne s'explique pas. Donc, c'est pas seulement la défense et la meilleure attaque, c'est il endosse des responsabilités qui ne sont pas les siennes pour mieux mettre de côté des sujets sur lesquels on aimerait entendre Bruno Le Maire une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il a à perdre? À charger le président de la République? Il est plus politique, et dans l'état où est le président de la République, vous voyez que ça lui en ferait de s'en bouger l'autre? Non. Bon, donc moi j'ai trouvé, arrogant Bruno Le Maire. Et puis à côté de la plaque. Et puis le député RN qui défend Éric Coquerel, parce que quand il dit mais vous êtes qui pour me juger? Mais monsieur le ministre, c'est la commission de l'Assemblée de finances de l'Assemblée nationale. C'est pas rien, c'est des députés qui sont élus. Bon voilà, moi je trouve qu'il m'a un peu déçu. Oui, vous avez raison, et pourtant Éric, j'avais tendance à le créditer d'une bonne action en disant j'assume les responsabilités pour les erreurs de prévision. Mais votre propos me permet de nuancer tout. Oui, mais pour le coup, c'est pas lui de les assumer, celle-là. Bien sûr. Il décale. Oui, enfin, moi, je pense néanmoins que il est dans une position. Bruno Le Maire est dans une position compliquée parce que visiblement, s'il est resté 7 ans à Bercy, c'est bien parce que Macron l'a voulu. Et donc du coup, s'il y a eu un dérapage budgétaire de grand n'importe quoi, c'est bien parce que le président de la République l'a voulu. Je ne pense pas qu'il soit le décisionnaire sur ces sujets de gestion budgétaire et d'erreur. Et on se doute bien que à l'Élysée, le conseiller en charge a bien vu qu'il y avait eu des erreurs de prévision, que c'était le BIMS, etc. Vous avez raison, même Bruno Le Maire a mis en garde à plusieurs reprises après le Covid sur le quoi qu'il en coûte, en disant il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Le président de la République n'a pas pris cette décision. Mais alors deux choses l'une, quand vous êtes ministre des Finances et que vous voyez que votre chef, le président de la République, n'écoute pas ou ne veut pas pour des raisons politiques écouter et que vous n'allez plus maîtriser les choses, vous démissionnez, vous ne restez pas à Bercy, vous n'endossez pas ça. C'est plutôt rare maintenant comme réflexe. Pierre-Yves Martin, comeback politique époustouflant, Donald Trump qui a désigné personnalité de l'année au Times. Ouais, le Times a désigné Donald Trump et j'ai trouvé ça intéressant, ce comeback, cet époustouflant comeback dont il est qualifié. On va pas revenir sur Donald Trump, l'homme politique, mais du coup j'avais envie de partager avec vous quelques éléments d'éclairage, peut-être sur les codes qui sont en train de changer, en tout cas aux États-Unis.
avec des retournements de situation qui auparavant n'étaient pas possibles. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on était encore dubitatif sur la capacité de Donald Trump, avec ses affaires notamment, à remporter l'élection. Donc la politique traditionnelle, la politique classique ne semble plus marcher, ne semble plus fonctionner, et les positionnements politiques durant des élections non plus. Peut-être qu'il faut être, une des leçons et une des bonnes pratiques, c'est d'être en posture de résistance, se mettre en résistance contre le système pour être audible et pour générer une adhésion. Sortir des lignes, ça c'est évident, et puis aussi être en capacité de cibler les différents électorats les plus clivants possibles pour créer du buzz, pour créer de la réaction, de l'impact et bousculer les lignes de pensée. Et puis enfin, avoir une vision pour son pays, c'est ce que Donald Trump a réussi avec ce célèbre slogan. Bref, ça a changé beaucoup de choses, et la question maintenant, c'est de savoir si en France, on est nous qui sommes encore porteurs d'une approche politique très classique, très traditionnelle, est-ce qu'on va progressivement intégrer ces dérapages et ces nouveaux modes de fonctionnement politique? Philippe Bilger. D'une part, il est intéressant de voir les volts de beaucoup de gens qui avaient détesté Donald Trump et qui maintenant le portent au nu. Premier point. Deuxième point, moi je trouve que il y a un Trump nouveau, en quelque sorte, beaucoup plus sérieux. Je trouve qu'il a plus l'apparence présidentielle et ça augure bien de son mandat. Moi, je partage tout à fait votre analyse, Pierre-Yves. Et je vais vous dire, je vais aller même plus loin parce que vous avez raison de dire, est-ce que nous-mêmes, on va être impactés par ce nouveau mode? Eh bien, moi, j'ai une petite analyse, un petit concept qui est de dire que si vous voulez faire bouger le système, il faut pas nommer des gens du système. Et c'est ce que fait Trump. Il nomme des gens à des postes où on se dit, on lève les yeux au ciel, on se dit oh non mais c'est pas possible. Ils ne sont pas experts. Mais justement, si vous voulez faire bouger le système en France, il faut arrêter de nommer des énarques et des ministres qui sont des énarques qui ont fait des carrières politiques. Il faut nommer des gens hors système. Bah oui. Avec une limite, Eric, c'est que il nomme certains pour aboutir à des suppressions qu'il désire lui. Peut-être. Merci beaucoup Pierre-Yves Martin de ce sujet. Allez, petit cadeau, puisque c'est le moment de... c'est notre sapin de Noël, Sud Radio, jusqu'au 25 décembre. Ça tombe tous les jours, plein de moments de la journée, avec Marie qui est avec nous, qui nous appelle de Limoges. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. Marie, Philippe Bilger vous a choisi, puisque vous êtes le 12e appel au standard. Et si vous le permettez, on va regarder ce que vous avez remporté. Eh bien, ça va vous faire plaisir, forcément. Votre calendrier de l'Avent de la marque Guino, qui contient des produits de soins de beauté, du sérum, de la crème pour les yeux, du gommage éclat parfait, de la crème Hydras Summum, etc. Et votre carte cadeau d'un montant de 50 € chez Etam. Et ça nous fait très plaisir. Wow, merci, je suis très contente et je suis gâtée. Ouais. Merci beaucoup. J'ai envie de dire, c'est de la beauté à tous les étages. Oh. Ah, c'est ça. Oui. Excusez-moi. Merci beaucoup. De bas en haut et de haut en bas, puisque Etam, c'est certainement des dessous, voilà, et puis de la crème et tout ça. Vous êtes mariée, Marie? Non, pas mariée. Non, je vis avec quelqu'un, mais pas mariée. Ah avec ça, vous épousez, je vous le dis tout de suite. Peut-être, alors je vous le dirai. On va recevoir un appel du compagnon. Et carrément le faire part. Et vous pouvez tenter de rejouer parce qu'il y a des bagues à côté. Donc à un moment donné, vous ne savez jamais. Voilà, je réussirai alors. Voilà. Merci. Comment s'appelle monsieur? Philippe. Alors Philippe. C'est quelqu'un de bien. Voilà. Philippe, écoutez-moi Philippe. Marie, pour Noël, voudrait un autre cadeau que celui qu'on lui a donné. En plus, merci en tout cas. Vous nous écoutez depuis longtemps, Marie? Je vous écoute régulièrement, depuis des années. Et voilà, c'est bien. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci. Pareillement. Merci à vous. Et merci, bonne fête. Bonne fête à tous. Merci beaucoup, Marie. On vous embrasse. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Retour sur les transactions à l'Assemblée nationale. Un pacte de non-censure pour éviter les renversements successifs. Une solution pragmatique ou un aveu d'échec politique. On va en parler. Alors, parlons vrai. Est-ce que cette proposition vous semble logique vu la situation politique? Est-ce que ce n'est pas un coup porté à l'équilibre des pouvoirs, l'exécutif pouvant
toujours dissoudre l'Assemblée, mais les députés ne pouvant plus censurer l'exécutif. Et à cette question, quel que soit le Premier ministre, faut-il un pacte de non-censure? Vous dites non à 91%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec nos vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Éric Revel, Pierre-Yves Martin. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment former un gouvernement qui ne tombera pas à la première motion de censure? C'est le casse-tête d'Emmanuel Macron. Cette fois, le président ne se contente pas de demander, il organise, il sort de son rôle institutionnel pour tenter d'obtenir un accord politique, au moins sur une méthode. Depuis quelques jours, on entend monter une petite musique sur la non-censure. Que veut-il mieux porter, le poids du blocage ou le poids de la trahison? Le président de la République a compris qu'il devait arrêter de n'en faire qu'à sa tête et de se précipiter dans des nominations qui conduiraient à des censures. Depuis hier, que ce soit Gabriel Attal pour les macronistes, Olivier Faure pour les socialistes ou même Yannick Jadot pour les écologistes, tout le monde reprend cette proposition avec des noms différents. Preuve peut-être que ça n'est pas une si mauvaise idée. Et donc on attend toujours de connaître le futur Premier ministre et comment gouverner quand aucune majorité n'est possible sans être renversée à la moindre occasion. Beaucoup plaident dans les négociations pour un accord de non-censure, voire pour un accord de non-censure en échange d'un renoncement au 49.3. Alors parlons vrai, est-ce que ce pacte de non-censure n'est pas la seule solution en attendant les prochaines élections? Ou pensez-vous que cela consiste à museler en partie l'opposition? Et à cette question, quel que soit le Premier ministre, faut-il un pacte de non-censure? Vous dites non à 91%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. En tout cas, ce soir, on attend peut-être dans un quart d'heure ou 20 minutes le nom, en tout cas de ce mandat qui devrait tomber peut-être demain. Philippe Bilger, on peut faire déjà peut-être votre avis sur, pour vous, qui serait dans cette shortlist qu'on a annoncée tout à l'heure entre François Bayrou, Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, Roland Lescure, qui est peut-être Bernard Cazeneuve. Disons, moi j'aurais souhaité, mais il n'y est plus, apparemment, François Bayrou. Je pense qu'aussi critiquable que soit parfois son comportement, il aurait été capable un petit peu d'apaiser, mais évidemment il a beaucoup d'ennemis au sein de l'Assemblée nationale. Donc Roland Lescure paraît avoir l'accord, pourquoi pas, mais il déteste le Rassemblement national qui le lui rend bien. Je suis pas persuadé que la gauche se souviendra qu'il vient du socialisme, c'est pas évident. Éric Revel. Bah écoutez, moi je vais botter en touche, mais sans botter en touche. En fait, je pense que les Français se foutent de savoir qui sera le Premier ministre. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quel sera le programme du gouvernement. Ils n'ont pas à savoir combien ce gouvernement va durer, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Quelle est la feuille de route programmatique? Mais pas vraiment, puisque quand Michel Barnier a été nommé, tout le monde disait mais la stature, c'est important, c'est un monsieur. Oui, bien sûr. Mais non, mais là, les Français sont épuisés. Là, on est à la veille des fêtes de Noël. Enfin, on n'en peut plus. C'est même pas qu'on n'en peut plus, qu'on est angoissé à l'idée de savoir si c'est Roland, Pierre, Paul ou Jacques. Non. C'est qu'on voudrait passer à autre chose. Donc il y a une saturation. Voilà, il y a une saturation. Quel est le programme? Puis je vais vous dire une chose, la non-censure ou le non-recours au 49.3, vous savez, ça me fait penser à ces gens qui, pour éviter de voir le mercure monter à 45 degrés dans le thermomètre, pètent le thermomètre. Voilà, vous pétez le thermomètre et vous dites, il n'y a plus de température. Voilà. Mais la non-censure et le non-recours au 49.3, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut le répéter. C'est la Constitution qui permet à l'opposition de le faire. Plus 11 millions d'électeurs du Rassemblement national qui sont laissés de côté. Ça gênait pas M. Macron d'inviter M. Bardella à Saint-Denis pour discuter avec tous les patrons de parti il y a moins d'un an. Et là, tout d'un coup, non. Ceci ne peut pas aller très loin. Pierre-Yves Martin. Peut-être juste à l'exception que ce sujet de non-censure, d'engagement de non-censure, il permet quand même de générer dans un contexte actuel un début de stabilité. Je ne sais pas si les Français sont impatients de connaître le nom du nouveau Premier ministre, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont bien compris le lien qu'il y a entre une stabilité politique et un cadre économique qui permette de vivre correctement. Et que là, comme on a eu, effectivement, les Français en ont marre et on en a tous marre de ce contexte politique, mais on est aussi tous, me semble-t-il, de ce que je perçois, très inquiets sur ce qui va se passer économiquement en 2025. Et si au moins on a
un début de stabilité politique, ça permettra d'apporter un début de cadre. Sauf que Pierre-Yves, cette stabilité serait purement artificielle et c'est très dangereux alors j'en parlais tout à l'heure, c'est plus que dénaturer, c'est abolir des éléments constitutionnels qui relèvent d'une vraie démocratie. Mais la question qui se pose, avoir un Premier ministre, très bien, mais après faire un gouvernement où il faut une quarantaine de personnes, hommes, femmes, la haute autorité de transparence de la vie publique, les équilibres, c'est infaisable. Il parle de 20 portefeuilles. Ça diminue de 50%. Il y a un double effet qui se coule. Non, mais peut-être que là, pour éviter cet écueil-là, on parle aussi, mais je ne dis pas que c'est ce qui va se réaliser, de reconduire en partie la plupart des membres du gouvernement. Mais là, c'est pareil. Si c'est Monsieur Lescure qui est plus marqué à gauche qu'ailleurs, Retailleau ne va peut-être pas y aller, par exemple. Ou il n'ira pas, ou on ne lui proposera pas. Donc tout ça, attendez, pardonnez-moi, mais ça peut pas durer longtemps, c'est pas possible. Philippe Bilger, ça peut durer ou pas? Qui sont les visiteurs du soir, selon vous? François Bayrou, en tout cas. Nicolas Sarkozy, tout ça, c'est encore dans le... Nicolas Sarkozy avait le visiteur de midi. Voilà, donc lui, il avait recommandé de laisser Retailleau à l'intérieur et de nommer Le Cornu qui incarne la droite. Et surtout pas Bayrou. Et surtout pas Bayrou, puisque Bayrou l'a fait battre. Enfin là aussi, pardonnez-moi, là il s'agit de l'intérêt de la France. Donc si on est en train encore de se caler sur des haines recuites, il a pas dit, il a pas fait, il a voté contre moi. Bon, par exemple, je serais intéressé de savoir combien de sarkozystes ont tout fait pour faire couler François Fillon au moment où il a commis sa bévue sur est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen. Donc si on commence à être là-dedans, on s'en sort jamais. Ce qui doit primer, c'est l'intérêt de la France et des Français. Oui, mais le contexte actuel la maturité, ou plutôt l'immaturité de la classe politique française fait que on ne peut pas disposer d'un personnel qui soit en toute conscience responsable de ce qu'ils doivent faire. Il y a quand même un sujet de chacun pour soi, c'est-à-dire quand il sortait avant-hier, là, il sortait de réunion de l'Élysée, là, on avait la représentante des Verts qui piaffait une fois de plus sur le trottoir en disant ça m'a pas convaincu. Voilà, par élégant, je voulais pas citer son nom, mais il y a un côté non mature. En fait, on participe à une réunion de co-construction. La première chose peut-être à faire, c'est de pas blablater en sortie de cette réunion. Donc du coup, c'est plus fort qu'eux. Donc si c'est plus fort qu'eux, ça veut dire qu'ils comprennent pas ce que disait Eric sur l'enjeu national et l'impératif de faire avancer collectivement un projet. Et donc du coup, c'est vraiment désespérant. Merci à vous trois. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Eric Revel. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves. Martin. Qui l'a dit? C'est moi. Et bravo pour cette belle victoire, Eric Revel. Allez, dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. On reviendra sur les Automobiles Awards qui ont lieu ce soir, où on saura quelle est la voiture préférée des Français en partenariat avec Sud Radio. On reviendra sur ce que demandent les eurodéputés du PPE qui demandent à la Commission européenne de supprimer les amendes pour les constructeurs et de ne pas pouvoir respecter cet objectif de 2025. Et puis l'agence automobilière. C'est une entreprise innovante qui organise les ventes de voitures d'occasion comme on achète un bien immobilier. On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.